Listen. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous cet après-midi pour cette conférence sur l'EA dédiée au secteur de la logistique. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Olivier et Denis pour vous présenter un rapport BCG et aussi pour vous donner un peu la vision actuelle du marché sur l'IA et la réalité qu'on constate aujourd'hui sur le marché. Je vais les laisser se présenter et ensuite on commencera par vous présenter le rapport BCG. Bonjour, Denis Van de Voorde, enchanté. Je suis partenaire au sein de la practice transport et logistique de BCG, au sein de laquelle on travaille sur toute une série de problématiques importantes des entreprises, dont beaucoup l'IA et le digital, qui est le sujet qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Merci Denis. Bonjour, Olivier Gonon, Chief Revenue Officer chez Alpega, sur la partie gestion de TMS et bourse de fret. Une vingtaine d'années dans la logistique, l'affrètement et divers postes. Donc l'idée, voilà, c'est de combiner aujourd'hui nos expériences communes, mais surtout partir d'un point donné avec un rapport qui prend en compte les diverses opinions de l'industrie et après comment on va articuler ces questions autour de l'IA. Voilà, donc pour commencer, comme vous avez probablement vu aussi dans ce salon, il y a peu d'endroits où on ne parle pas d'IA. Et donc en prenant ce constat, on s'est dit que c'était intéressant de faire une étude auprès d'un large panel de répondants pour voir qu'est-ce qu'il en est vraiment en pratique au-delà des annonces des différentes entreprises. Et c'est ce qu'on voudrait vous partager aujourd'hui. Il y a aussi un article qui a été publié cette semaine en ligne. Vous avez le QR code sur toutes les pages si vous souhaitez regarder plus de détails de l'étude sur la base de laquelle cette présentation est inspirée. Donc, les questions qu'on s'est posées étaient les trois suivantes. Premièrement, où est réellement l'impact de l'IA aujourd'hui? Qui prend de l'avance et pourquoi? Et finalement, comment passer à l'échelle concrètement? Et en faisant un premier constat, d'abord, avant de rentrer dans les détails de l'étude, nous avons fait une étude auprès d'environ 200 personnes qui complétaient d'un côté des partenaires logistiques, grands, petits. Vous voyez qu'il y avait plusieurs boîtes de plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, des plus petites à travers différentes régions, différents types de personnes interviewées. Et de l'autre côté, un grand nombre de chargeurs aussi à travers différents secteurs et différentes régions pour vraiment avoir une vue globale de l'état de l'industrie. Donc le premier constat qui en sortait, c'est que l'IA est encore vraiment à un stade exploratoire dans l'industrie, tant du côté chargeur que du côté prestataire logistique. Si on voit qu'environ 60 à 70% des chargeurs et des prestataires nous disent qu'ils sont encore en phase d'exploration, ils ont identifié quelques cas d'usage prometteurs, mais qui ne sont pas encore déployés à l'échelle. Ils déploient des applications, mais les premiers bénéfices apparaissent seulement maintenant. Donc une industrie qui encore est à un état très exploratoire par rapport aux annonces qu'on entend. De façon plus intéressante, si on regarde qui aujourd'hui tire véritablement un impact fort, donc qui peut dire l'IA est intégrée aux opérations et génère un impact mesurable, en réalité très peu d'entreprises. Seulement 1% des chargeurs et seulement 13% des prestataires. Donc, véritablement une minorité des participants. Et ces participants qui tirent donc un impact fort de l'IA, sur quoi est-ce qu'ils investissent? En fait, sur un panel de sujets assez vaste. Il n'est pas restreint à une ou deux applications, mais il couvre la planification, les douanes, le pricing, suivi, visibilité, etc. Ceci dit, bien que les résultats sont encore faibles, comme on vient de le voir, la conviction est très forte. Ici, vous avez une vue des prestataires logistiques et des chargeurs à qui on a demandé quelle est votre perception aujourd'hui de l'IA. Et on remarque que de part et d'autre, le pourcentage de répondants qui nous disent encore du hype est extrêmement faible. C'est moins de 10% des prestataires et à peine plus de 10% des chargeurs qui perçoivent l'IA comme du hype. Tous les autres perçoivent que c'est un élément important et pour beaucoup transformant.
On voit qu'environ un quart des prestataires logistiques considèrent que l'IA aura un pouvoir de transformation sur l'industrie. Et de la même façon, environ 10% des chargeurs perçoivent l'IA comme un élément transformant. Donc on est à un stade où la croyance dans l'IA est très forte. Les investissements suivent ces perceptions. On voit que seulement 15% des prestataires qu'on a interviewés n'investissent pas dans l'IA. Et les autres investissent dans différents types de sujets. Implémentation de l'IA dans des systèmes, partenariat avec des fournisseurs tech. Il y a presque autant de partenariats que de boîtes qui investissent en interne. Après aussi, augmentation de budget R&D, participation à des initiatives sectorielles. Les approches sont assez variées, mais tout le monde investit. Si on regarde maintenant dans quel domaine est-ce que ces boîtes investissent, on remarque que entre 70 et 80% des participants investissent dans la même chose, et c'est la réduction de coûts et les gains d'efficacité. Donc une version très coût et très opérationnelle des domaines où l'IA peut apporter des choses à l'industrie. Et après, au-delà de ça, il y a des stratégies digitales d'entreprise, donc des programmes plus vastes dans lesquels la logistique a un rôle, la pression concurrentielle, la pénurie de talent, l'innovation. On a une longue liste qui est plus spécifique au style de secteur, style de région. Mais néanmoins, donc un focus très fort sur les coûts et les opérations. Si maintenant on ouvre le capot et on regarde exactement sur quel genre de sujet est-ce que les répondants investissent, on se rend compte que les prestataires et les chargeurs, et aussi entre chargeurs, ont tendance à investir tous sur les mêmes sujets. Il y a énormément de cohérence entre les gens qui ont répondu à notre enquête. Donc on se rend compte que la planification et l'exécution de transport est nettement supérieure aux autres. Ensuite, prévision de la demande, capacité, des algorithmes de forecasting. Dans le premier cas aussi, des algorithmes de routing. Et puis après, on est déjà dans des domaines où il y a moins d'investissement, avec quelques différences entre chargeurs et prestataires. Les chargeurs sont clairement plus intéressés par des sujets comme la visibilité et le suivi, par rapport aux prestataires qui investissent moins dans ce domaine, qui est, à vrai dire, assez difficile en termes d'investissement, parce que c'est compliqué d'avoir le niveau de qualité qui est souvent attendu des chargeurs. Donc pour suivre, si on regarde maintenant où est le défi, sachant que les investissements en IA sont là, mais les résultats ne le sont pas encore. Le premier sujet qui sort, c'est l'incertitude sur le ROI et le retour sur investissement de ces investissements. C'est possible d'investir énormément de fonds, moins, mais à quelle fin? Comment est-ce qu'on le mesure? Comment s'assurer qu'on aura un résultat concret? Suivi par le manque d'expertise, qui est aussi très important. Intégration des systèmes, limite de données, et puis ensuite une série de raisons qui sont moins fréquentes. Mais clairement, l'incertitude sur le ROI est la notion la plus importante. Et c'est particulièrement problématique que les boîtes ou que les prestataires particulièrement n'arrivent pas à investir plus et à mieux mesurer leur ROI. Parce que si on regarde du côté chargeur, ce qui sortait de l'étude, c'est que la grande majorité, 80% des chargeurs, considèrent l'IA comme quelque chose d'important dans leurs achats. On voit ici modérément important, très important, ça représente environ 70%. 10% qui considèrent l'IA indispensable, et seulement un client sur 5 qui n'est pas intéressé par l'IA ou qui considère que ça n'a pas d'atout pour les services rendus. Donc ici, nous voyons les stades d'adoption des entreprises prestataires. Et comme on le disait plus tôt, environ une entreprise sur 3 est dans une phase de test, une entreprise sur 4 a identifié des domaines, mais qui ne passent pas encore à l'échelle. Et puis après, la moitié est déjà plus proche d'avoir un impact. Donc ensuite, pour terminer et regarder comment est-ce qu'à partir d'ici, on progresse sur ce domaine, ce qui sort principalement, c'est les besoins de nouvelles compétences. C'est ce qu'on voit dans 7 et 26%. Et puis la requalification et le déploiement des effectifs.
Quand on parle d'IA, on parle souvent d'attente, de changement massif des effectifs des sociétés qui implémenteraient l'IA. Ce sera peut-être le cas un jour, mais en tout cas pour le moment, ce qui sort de l'étude, c'est que le sujet n'est pas tellement le changement du nombre d'effectifs, mais bien plus les compétences de chaque effectif et des compétences nouvelles pour arriver à développer ces solutions et à mener l'innovation dans les entreprises. Donc en fin de compte, ce que ces chiffres nous ont dit, c'est d'un côté pour les chargeurs, qui sont très intéressés par l'IA, pour 4 sur 5, de prioriser les cas, pour pouvoir bien aussi communiquer à leurs prestataires quelles sont leurs attentes, intégrer l'IA dans le choix des partenaires, et on voit qu'ils le font déjà pour 4 sur 5 d'entre eux, et éviter la dispersion pour obtenir des résultats. Et de l'autre côté, côté prestataire, prouver la valeur. C'est probablement le facteur bloquant numéro 1 aujourd'hui, c'est d'avoir du mal à prouver la valeur. Donc, créer la structure nécessaire dans l'entreprise, la collection des données pour pouvoir montrer que ce qu'on fait en IA a de l'impact. Intégrer l'IA dans le commercial parce qu'on voit que la demande est déjà là et les prestataires doivent la rattraper. Et finalement, passer à l'échelle, ce qui est probablement le point le plus important pour l'industrie aujourd'hui par rapport à son degré d'évolution. Voilà, donc ça c'était les éléments clés qui sortaient de cette étude. Elle est disponible aussi en ligne si vous souhaitez lire plus en détail les différents aspects, les différentes conclusions. Et maintenant, peut-être avant de passer à un Q&A avec Olivier, ravi d'avoir nos premières rounds de questions à propos de l'étude que vous souhaitez poser à Olivier. Et puis on va passer à un Q&A. Bonjour, Étienne Herning, Géodis. Vous dites qu'il y a un très faible pourcentage des entreprises qui ont généré de la valeur grâce à l'IA aujourd'hui. Sur quel champ d'application ça s'est fait? Parce qu'on a vu là où vont les investissements, notamment en planification et exécution du transport, mais est-ce que c'est sur ce même endroit que la vraie valeur a été générée ou c'est pas sur ce secteur-là? Okay. Sur base de l'étude, ce qui sortait, il n'y avait pas de conclusion claire sur où est-ce que la valeur était générée par rapport au type de répondant. Je pense que parmi le panel de 200 entreprises interviewées, il y a énormément de cas différents. Mais en tout cas, on n'a pas vu de pattern clair qui sortait sur ce point-là. Ouais, ce que je peux ajouter par contre là-dessus, c'est parce que c'est une des préoccupations principales, en fait, aujourd'hui, on remarque aussi que c'est là-dessus qu'on voit que les entreprises vont espérer avoir le meilleur bénéfice. C'est-à-dire que la planification aujourd'hui, de la planification manuelle ou un peu plus archaïque, et avec les algorithmes aujourd'hui et la rapidité avec laquelle on peut planifier, on mesure quand même malgré tout qu'on peut augmenter la vitesse, la cadence à laquelle les planificateurs vont organiser les tournées, mais surtout, ils vont augmenter en niveau qualitatif. Et ça, c'est vrai que ça ne ressort pas dans l'étude, mais sur le feedback qu'on a, nous, de la part des chargeurs ou des affréteurs ou des transporteurs, c'est vrai que le point d'ancrage de la planification est aujourd'hui quelque chose qui prend beaucoup de temps en gestion, mais surtout en qualité aussi, pour faire les bons matchs, réduire les kilomètres, s'assurer qu'on planifie les bonnes routes. Et on voit beaucoup de bénéfices aujourd'hui grâce à l'IA. Oui, bonjour, je suis Pascal Six de Geotab, une entreprise qui donne de la visibilité aux transporteurs. Et justement, il y avait une slide qui disait que les prestataires transporteurs sont qu'à 23% intéressés par la visibilité et le suivi, tandis que 45% des chargeurs sont intéressés par ça. Or, les chargeurs n'ont pas toujours le droit d'exiger une totale visibilité de leurs transporteurs qui actuellement ont un peu moins d'argent que d'habitude. Comment faire pour donner aux chargeurs cette visibilité dont ils ont tant besoin? Alors, ça prendrait beaucoup de temps de répondre à ça, mais je pense qu'il y a un vrai débat sur d'abord la partie technique, parce qu'aujourd'hui, un chargeur qui travaille avec une multitude de prestataires doit faire face au défi de connecter toute une quantité de télématiques ou d'intégrateurs, voilà, de solutions. La problématique, elle est que pour le chargeur, c'est important pour lui parce qu'il va anticiper son taux de succès de livraison et de chargement.
et c'est un aspect qualitatif. Aujourd'hui, pour le transporteur, c'est une des données de sa prestation, mais on voit qu'il y a un décalage dans à quel niveau on se situe au niveau de l'importance. Maintenant, je pense que le défi, il y a deux choses. Il y a une volonté de vouloir partager les données, parce que si on voit il y a 7-8 ans, on demandait de partager les données, il y avait beaucoup de restrictions par rapport à ça, parce qu'on ne veut pas forcément donner transparence à toute la chaîne de la logistique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on ne le fait pas, on est par exemple plus éligible sur certains appels d'offres. Donc il y a un vrai défi de trouver le bon compromis entre les deux. Mais je pense qu'au-delà du défi technique, il y a aussi un alignement entre les chargeurs et les prestataires pour dire voilà, à quoi nous sert la visibilité. Parce que sur les dernières années, on a vu qu'on veut simplement savoir où se trouve le camion à un moment donné. C'est de la visibilité. Mais je pense qu'on doit faire beaucoup mieux avec ça, et notamment sur les gestion des entrepôts, donc faire des choses beaucoup plus prédictives pour dire voilà, la visibilité c'est une chose intéressante, mais à quoi ça nous sert réellement? Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui manque, c'est connecter les entrepôts avec les visibilités pour avoir des réactions, pour replanifier des rendez-vous, pour rendre les chaînes beaucoup plus fluides. Mais je pense qu'aujourd'hui l'alignement sur le fait qu'il est important de partager la visibilité est acquis, mais on n'a pas encore les deux bouts de la chaîne qui sont entièrement alignés sur comment on le fait. Sur ce point, je pense qu'aussi, historiquement, on cherchait à récupérer des data points pour les afficher, mais via l'IA, on peut avoir une approche un peu plus statistique aussi, et voir que si on a un large panel de transport du même type sur un chemin du même type, les chances de succès, d'arriver à temps sont plus élevées ou moins élevées. Aussi connecté avec d'autres types de data, des data de trafic, des data de différents univers, afin en fin de compte avoir une réponse qui ne soit pas déterministe, mais qui soit statistique et qui soit peut-être suffisamment bonne dans certains cas. D'autres questions? Ok, mais dans ce cas, peut-être quelques questions pour toi, Olivier, sur base de l'expérience Alpega, mais aussi votre vue que vous avez via vos solutions sur un large panel de l'industrie. Et peut-être pour commencer, commençons sur Alpega. Quel était véritablement le déclencheur pour commencer à regarder l'IA de façon sérieuse chez Alpega? Comme toute entreprise, en fait, on a voulu réfléchir à comment être plus efficace. Donc, en fait, votre analyse a bien démontré que malgré tout, la recherche est en efficacité, en gain en termes de coûts. Et aussi, je pense que ce n'est pas assez évoqué, mais on a un aspect qualitatif qui rentre en compte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises sont plus focalisées sur à quelle vitesse on va pouvoir exécuter à moindre coût. Et en fait, ça, c'est vraiment le point de départ. Derrière tout ça, après, c'est aussi de se dire, ce n'est pas forcément une recherche de réduction d'effectifs, mais comment on peut, on va dire, basculer certaines tâches qui sont faites aujourd'hui par des opérateurs ou des humains sur des choses plus automatisées quand ça n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, et comment on peut déplacer justement l'expertise humaine sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc nous, on est parti de ce constat, mais aussi de se dire, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui en termes d'outils. Il est temps de vraiment réfléchir à si on automatise ces choses-là, qu'est-ce qu'on va gagner en valeur et comment on va pouvoir rediriger nos personnels sur des choses qui apporteront de la valeur, qui pourront rentrer en contact avec nos clients, faire des choses qui sont vraiment destinées à générer de la valeur dans l'entreprise. Donc c'était vraiment le point de départ, mais il y a un vrai souci d'efficacité pour commencer. Et concrètement, quels sont quelques exemples concrets où on a puisqu'on parlait de ROI et d'impact mesurable, quels sont les domaines où vous avez pu établir des domaines quantifiés? Notamment sur la visibilité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a travaillé sur un concept qui est Smart Booking. C'est pour on se rend compte qu'avant, on avait beaucoup de tâches manuelles pour prendre les rendez-vous sur les entrepôts, avec beaucoup d'estimations où on se basait sur les feedbacks de nos transporteurs qui nous disaient voilà, on va pouvoir livrer tel jour à telle heure. Aujourd'hui, Smart Booking, c'est un outil qui va se connecter directement avec les entrepôts, qui va prendre l'info du transporteur, soit via la plateforme ou les télématiques justement, et va générer des prises de rendez-vous automatiques. Et ensuite va gérer les exceptions, c'est-à-dire va aussi dire voilà, s'il y a des décalages, l'outil est capable de reprogrammer un rendez-vous.
Et après, bien sûr, jusqu'à ce que l'outil est capable de faire, après, il y aura une transition sur l'humain pour trancher et prendre une décision voilà, plus technique. Donc ça, c'est un des points qu'on a mesuré. Et justement, le ROI était d'améliorer la qualité, d'augmenter la vitesse avec la prise de rendez-vous et surtout de mieux prédire la véracité des données. Voilà un des exemples. Alors, j'imagine que certains d'entre vous aussi se demandent qu'est-ce que les clients vous demandent aujourd'hui en matière d'IA. En fait, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'ils demandent plus de conseils par rapport à avant, parce qu'il suffit de faire un tour sur le stand pour voir la quantité de solutions qui sont à notre disposition aujourd'hui, et souvent sur des choses qui sont similaires. Donc on a des clients, comme l'a dit l'étude, qui ne sont plus en train de se demander est-ce qu'on y va, on n'y va pas. C'est sur quoi vraiment on focalise par rapport à ce qui est important pour notre entreprise, et surtout comment vous pouvez nous accompagner avec vos solutions, mais aussi de ce que vous entendez dans l'industrie avec vos confrères ou voire même nos concurrents. Mais il y a une vraie prise de conscience sur comment être focalisé sur ce qui va vraiment générer de la valeur. Ouais. Et puisqu'on regardait ces données qui montraient que le coût et l'efficacité priment, est-ce que c'est ce que vous voyez aussi, ou est-ce que vous voyez beaucoup de demandes plutôt dans le domaine de l'innovation, du service, d'autres domaines? Non, la réalité, il y a un vrai enjeu sur les coûts. Il y a une donnée qui était intéressante, c'est le secteur du transport et de la logistique est très très fragmenté aujourd'hui. On part d'opérateurs avec un ou deux camions chauffeurs, des flottes très élevées, des affréteurs, des industriels. Le niveau d'avancement et de maturité dans l'intégration de l'IA est complètement fragmenté aujourd'hui. Donc c'est vrai que les priorités actuellement sur les transporteurs, c'est plus de gérer leurs coûts opérationnels plutôt que d'intégrer de l'IA. On va être très transparent là-dessus. Donc je pense que ça vient. La notion coût reste primordiale. Et je pense sur l'idée d'innover et de réfléchir à des choses moins directement liées au coût, je pense qu'on n'y est pas encore. On a quand même une vraie problématique de réduire les coûts ou de mieux optimiser ces coûts aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Puisqu'on voyait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore à des stades exploratoires de l'IA. D'après ce que vous voyez chez vos clients, qu'est-ce que vous recommanderiez à vos clients? Il y a, une fois de plus, de focaliser sur son corps de métier. Nous, par exemple, on propose des solutions de TMS. Demain, quand on veut faire, je reprends l'exemple de la visibilité, on ne va pas forcément se dire on va se lancer à créer notre propre solution de visibilité, on va réfléchir à faire des partenariats, parce que je pense que c'est ce qui va se passer de plus en plus. Donc il y aura rester focus sur le corps de métier et ne pas partir dans toutes les directions. C'est vrai que faire des études de cas, on a vu beaucoup de situations où les clients partaient un petit peu dans plusieurs directions sans avoir créé des études de cas avec des calculs de retour d'investissement. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, ce qu'on entend souvent, c'est on a intégré les solutions, mais on ne voit pas le bénéfice. Il y a un problème de formation, donc c'est-à-dire de vraiment intégrer l'outil, c'est une chose, déjà bien l'intégrer, mais de former les équipes. Et on voit dans votre étude, notamment en Europe, il y a encore un gros problème d'adoption et d'acceptation, je dirais, de l'IA, parce qu'il y a encore une notion de menace sur les emplois. Et si j'automatise plus, est-ce que vraiment on va... Donc ça, c'est des vraies questions. Et il faut aussi accompagner dans l'entreprise la formation là-dessus et arriver à prouver la valeur. Donc l'intégration, la formation et la mesure, c'est le troisième point. Parce qu'aujourd'hui, on dit on a intégré les outils, ça ne me rapporte pas ce que j'espérais, mais comment est-ce qu'on le mesure? À quelle fréquence? Donc, est-ce qu'on met des métriques en place pour vraiment s'assurer que depuis qu'on a intégré l'outil, quel est le taux d'utilisation, le taux d'adoption? Et là, c'est intéressant, on voit notamment dans le secteur de l'affrètement, différentes générations, et on a une adoption très rapide sur les jeunes générations parce qu'ils sont déjà baignés dans les outils. C'est beaucoup plus dur sur des personnes qui ont 15-20 ans d'ancienneté et qui ont plus travaillé à l'ancienne. Donc là aussi, on a un gap sur l'intégration et l'adoption, donc il faut accompagner ces équipes dans ce sens-là. Super. Alors un autre aspect qui est important pour un chemin IA, c'est la qualité des datas. Et peut-être que si on regarde dans l'audience qu'on a ici aujourd'hui, qui peut dire qu'il a des données qui soient suffisamment fiables pour implémenter des solutions, si vous le... Ouais, je pense que c'est une petite minorité.
Euh, donc sur ce sujet, peut-être comment est-ce que, d'après ce que vous pouvez voir chez les clients, comment est-ce qu'ils gèrent le problème de data de qualité? Eh bien, c'est un des points principaux. Donc, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'intégrer des solutions d'IA, si on n'a pas une data suffisamment structurée et dense, finalement, l'IA va vous apporter très peu de valeur. Donc, dans l'industrie, on voit aussi une fragmentation sur une multitude d'outils, c'est-à-dire différents IMS au sein d'un même groupe et différentes sources de data. Donc, où les data sont stockées, comment elles sont stockées, et puis surtout, quelle est la valeur, la qualité de ces data. Donc, il y a un vrai travail, nous, sur la consolidation justement des données. Et après, c'est vrai que si vous avez une densité d'informations qui est correctement stockée, là, votre IA aura un impact beaucoup plus conséquent par rapport à si c'est fragmenté ou si la densité est faible. Ouais, donc clairement. Peut-être juste, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Parce que je pense que le but est aussi d'avoir une interaction, par exemple sur les data ou sur les sujets de change qu'on a mentionnés. Non? Ok. Ah, oui. Sur le sujet, c'est une question qui est pas hyper, enfin, qui est un peu politique, mais on refuse un peu la question de orga, un peu moins de personnes, parce qu'on met de l'IA. Est-ce que réellement, dans la gestion des transports, on aura toujours autant besoin de personnes? Et est-ce que dans les réorganisations, si on veut mettre de l'IA, il ne faut pas... c'est pas une aide au métier, mais c'est pas un process qui doit être revu avec une organisation, des personnes, des compétences complètement différentes pour intégrer l'IA et avoir un ROI qui, à un moment donné, fonctionne. Je pense que si on regarde la façon dont les business cases sont construits, il y a différents types de valeurs, mais une des valeurs est moins d'effectifs dans une partie des cas. Après, comme on le voit dans l'étude, je pense que la priorité actuelle, c'est plus construire des compétences, arriver à augmenter la qualité, réduire les coûts pour les clients, plutôt que réduire des effectifs en interne. Mais nouveau, je pense que le panel d'entreprise est très large, mais la réduction des effectifs et le changement en effet de profil est sûrement une des priorités qu'on voit dans les business cases en tout cas. Ouais. Mais vous avez raison aussi sur le... Il y a une réalité dans la façon de travailler aujourd'hui, de planifier, et on se rend compte que malgré tout, avec les statistiques qu'on a, l'automatisation de la planification réduit aussi les erreurs par rapport encore à l'humain. Donc, il y aura une vraie question à se poser après sur... je repars sur la donnée qualitative, mais si on a des données de planification qui sont plus avancées avec de l'IA, la question se pose. Et après, c'est comment on utilise les ressources humaines. Je pense quand même que c'est un secteur où l'expertise humaine reste gigantesque. Et, par exemple, on a d'autres cas de figure où l'IA va pas être capable d'anticiper les besoins clients. L'IA ne peut pas connaître le profil d'un client. Si vous avez une urgence, une rupture de chaîne, il y a quand même des limites à tout ça. Donc, je pense que l'expertise va rester importante, mais elle va se déplacer sur d'autres postes ou d'autres niveaux de décision, en fait. Oui, excusez-moi, j'avais une question au sujet de la qualité des data, de la donnée. Vous avez parlé à un niveau micro. Il y a des entreprises qui ont différents TMS, des sources multiples. Sans casser le business model d'intégrateur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans le futur avoir ces données qui soient à un niveau macro, agrégé, consolidé, accessible, anonymisé peut-être pour être accessible? Et là, je pense que l'impact de l'IA, elle serait démultiplié puisqu'on aurait des gros volumes, un marché, pourquoi pas, européen, avec une très forte gouvernance sur la data et beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui sont fragmentés, le marché est fragmenté, des petits comme des gros pourraient en profiter. Et ne pas détenir cette data par des structures privées, mais pourquoi pas publiques ou je ne sais pas, collectivités, etc. Je pense que c'est un enjeu complet. C'est sensible aussi. Pourquoi? Parce que si on voit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises essaient de collecter ces fameuses data parce que c'est ce qui crée de la valeur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est source à être partagé et qu'est-ce qui reste plus confidentiel? Parce qu'aujourd'hui, pour des transporteurs, opérateurs, à un certain moment, partager trop de data sur les prix hauts, ça devient tendancieux et c'est aussi le business model qui est en danger. Donc, mais si on regarde, moi j'étais dans une entreprise à Robinson qui opère aux États-Unis, tout est transparent là-bas. Donc il y a un échange de données. Donc ça rend le marché de plus en plus transparent.
ça rend une notion de concurrence qui est assez plate finalement, et ça donne l'accès à tout. Donc, je ne pense pas qu'en Europe, on est aussi avancé à ce niveau de maturité ou d'idées, mais c'est vrai que ce à quoi on réfléchit, c'est au niveau des partenariats. Si on n'a pas assez de données dans certains secteurs, est-ce qu'on peut avoir accès aux données avec des partenaires, d'échange de données, acheter des données ou les échanger pour justement rendre ça plus cohérent et plus accessible. Mais il y aura un enjeu après, je pense, au niveau réglementation aussi, au niveau des principaux acteurs dans les pays qui sont OK pour partager les données, et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce que ça apporte de la valeur, ou est-ce qu'on va réduire de la concurrence et rendre demain la tarification ouverte et transparente à tout le monde? Je pense que c'est aussi ce qui crée un petit peu de tension, parce que ça va très vite, et je pense que les entreprises veulent aussi garder le contrôle sur comment elles gèrent leur marché. Mais il y a au-delà des prix, je pense qu'il y a toute la donnée des data sur les positionnements des véhicules, l'anticipation, si on veut réduire les kilomètres, la décarbonisation. Aujourd'hui, c'est un enjeu. Donc, c'est vrai que si on partage plus de données, on peut facilement travailler sur de l'optimisation. Mais il faut qu'il y ait aussi, je pense que la réglementation supporte ça ou impose ça. C'est ce qui est en train de se passer sur la décarbonisation, et que les entreprises soient accompagnées pour le faire. Parce qu'on va reparler, on parle d'IA, il y a 2-3 ans, quand l'activité était meilleure, sur les stands, on parlait beaucoup d'énergie verte, intermodale. Aujourd'hui, c'est moins le sujet. On parle du fuel, on parle des coûts, donc ça fait un yo-yo permanent par rapport à ce qui est prioritaire. Mais je pense que oui, l'enjeu, c'est d'arriver à consolider tout ça. Ouais. Peut-être une question connectée, parce qu'en effet, avoir un data lake avec toutes les données possibles, imaginables, fiables, c'est un rêve. Mais de ton point de vue, Olivier, à partir de quel niveau est-ce qu'on peut imaginer ou envisager de construire des cas d'intelligence artificielle avec les data, sachant que la data n'est pas parfaite en termes de fiabilité et pas complète non plus en termes de nombre de points de données qu'on pourrait avoir? Honnêtement, c'est un peu complexe pour répondre à ça. Je sais, moi, je partirais voilà, quelles sont les priorités du secteur, enfin les plus grosses problématiques, et qu'on peut résoudre en partageant plus d'informations, voilà, sans rentrer dans des choses confidentielles, mais sur les mêmes problématiques, sur les taux de chargement à vide, les kilomètres ou les choses comme ça, où là on a des problématiques communes. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit pouvoir accentuer l'effort. Ouais. Super. Un autre axe qui était probablement la conclusion la plus forte de notre étude, qui était comment passer à l'échelle. Et sur ce point-là, je pense un élément important, c'est un niveau micro ou individuel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a un utilisateur qui commence à utiliser une application qui est développée? Quand on regarde l'utilisation de vos applications, est-ce que vous voyez des déclencheurs clés qui permettent de passer à l'échelle? Le numéro 1, c'est qu'on a vérifié que l'initiative et l'innovation, elle prouvait ce qu'on attendait. Donc, en fait, on déploie petit à petit, on mesure et on arrive à anticiper la courbe sur le retour sur investissement. C'est ça. Après, ce qu'on mesure aussi beaucoup, j'en parlais avant, c'est le taux d'adoption. Si on voit qu'il y a de la part de nos équipes en interne, mais aussi des clients, vraiment une acceptation, un taux d'adoption poussé, on pousse plus vite. Et après, déployer, c'est aussi changer les process, c'est-à-dire, voilà, c'était une phase de test, maintenant ça devient un process acté dans l'entreprise. Super. Je pense qu'on a déjà parcouru beaucoup de domaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour Olivier ou sur l'étude? Ouais. Bonjour. J'ai une question basée sur un vécu personnel en entreprise. Donc, sur un projet IA qui, au final, a rajouté une couche de complexité supplémentaire. Et le risque que je vois de certains projets IA, c'est que par moment, ça vient se rajouter on top de tout, et en fait, ça rajoute un flou. Comment faire en sorte d'éviter ça? Je peux peut-être vous donner une première réponse. Ce qu'on remarque dans le travail qu'on fait en matière d'IA, c'est qu'en effet, dans certains cas, une solution IA apporte énormément de valeur et aide vraiment à aller de l'avant. Mais dans beaucoup de cas, on commence une discussion avec une solution assez innovante, mais en fin de compte, on implémente des cas beaucoup plus simples
qui ont beaucoup plus d'impact, parce que simplement sur le chemin de la sophistication, il faut d'abord passer par les étapes intermédiaires et aller directement au cas le plus sophistiqué ne donne pas toujours le meilleur résultat. Avant qu'il y a, on avait des projets en entreprise. En fait, on avait 7, 8, 10 projets et en fait, 8 qui aboutissaient jamais. Donc là, je pense que c'est un peu pareil. L'enjeu, c'est plus de discipline et moins. Parce qu'en fait, l'IA va rappeler de l'IA, va rappeler un autre. Enfin, c'est sans fin. Donc, à un moment, c'est de se poser la question. Nous, vraiment, c'est une bataille. Hein. C'est vraiment maintenir les équipes produits et tech qui, eux, vont très vite et veulent tout transformer. Et la réalité du business. Parce qu'en fait, la réalité du quotidien, elle est qu'aujourd'hui, l'IA ne résout pas tout ce qu'on voudrait. Donc, je pense que c'est garder au niveau de la direction une discipline sur là où on va et là où on ne va pas. Et faire des paris, je pense que voilà, à un moment, ça se fait. Mais préparer, ce que je disais tout à l'heure, les analyses de bout en bout et être plus rigoureux et rigide sur dire non, même si c'est bien sur le papier, c'est pas réel de l'avoir. Mais je suis d'accord parce que on se rajoute quand même beaucoup de travail avec ça. On rajoute du travail aux équipes, c'est des projets, on embauche, on innove là-dessus. Mais je pense que la rigueur et la discipline sur la gestion des projets restent primordiales là-dessus. Et du coup, je me permets une deuxième question, un peu liée à ça, c'est aussi la vitesse d'implémentation. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que ça va tellement vite, le développement de l'IA. On est habitué sur des projets, ça prend 12, 18 mois, il faut plusieurs validations, il faut les budgets qui soient... Voilà. Sur l'IA, on n'a pas le temps. Et comment faire en sorte que finalement, quand le projet aboutit, ce n'est pas déjà dépassé ? C'est une question qu'on a beaucoup eue quand on implémente des solutions de GenAI, notamment chez les clients, et même à un niveau plus granulaire. Vous utilisez telle version de OpenAI ou de Claude, mais dans 2 semaines, il y en aura une autre. Est-ce que ça fonctionnera ? Je pense, en effet, il y a un trade-off. Je pense qu'il y a aussi de la valeur à aller chercher sur le marché, des positions concurrentielles à redessiner. Donc il faut prendre tout en compte et puis décider quand on se lance. Mais en effet, peut-être que dans un an, nos investissements sont pas... il y aura toujours un bénéfice de s'être lancé tôt, mais il y aura peut-être des choses à reconstruire. Mais il n'y a pas seulement l'aspect technologie-solution. C'est ce qu'on voyait, il y a quand même un aspect humain qui est beaucoup plus important. Et donc même si la solution dans un an est différente de la solution aujourd'hui, le fait qu'on ait une masse critique d'employés qui comprennent ces technologies, qui réfléchissent avec, qui voient où elle est, ça veut dire qu'on se lance dans un chemin qui est a priori très créateur de valeur. Et là-dessus, il n'y a pas de retour au départ. Chaque investissement dans l'humain reste et ne fait que s'amplifier. Très bien, merci. D'autres questions ? On wrap up ou bien ? Peut-être... Il y avait sur les choses qui ressortaient aussi de l'étude, et je pense peut-être ça peut rejoindre ce que vous avez dit, c'est les entreprises nous demandent souvent, vous recommandez quoi ? Il vaut mieux développer, il vaut mieux acheter. Et ça, c'est toutes les questions des partenariats. Donc, sur les réponses qu'on a, souvent, c'est sur le corps de métier, chaque groupe a aussi ses propres développeurs, les services tech, les services produits. Mais est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une solution qui existe et qui a été faite et fabriquée par des experts et l'intégrer que de développer quelque chose qui ne sera peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait et qui va demander des investissements, du temps et de l'intégration. Donc je vois quand même dans le paysage, dans le futur, beaucoup plus de partenariats que ce qui se fait aujourd'hui. Et même partenariat, concurrents, confrères en fait. Donc, mais l'idée, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est plus efficace pour nous en tant qu'entreprise, au niveau coût, au niveau aussi qualitatif et au niveau ressources. Donc, je pense que les partenariats vont être quelque chose qui seront beaucoup plus aussi à la page ou du moins autour de la table des discussions pour développer les solutions. Peut-être une question pour rebondir sur la dernière aussi, c'est jusqu'où automatiser, sachant que chaque domaine où on applique de l'informatique de façon générale, mais de l'IA, a un coût. Et donc, comment choisir jusqu'où est-ce qu'on automatise ?
Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question-là. Mais... Non, bah on se la pose en tout cas, ouais. mais c'est pareil, c'est où est-ce qu'on crée de la valeur quel est le degré de complexité de ce qu'on est en train de solutionner. Donc aujourd'hui, tout ce qui est vraiment sur des données, les prises de décision sur la planification, on voit que l'IA effectivement apporte beaucoup de valeur et on peut pousser plus loin là-dessus pour, une fois de plus, améliorer l'exécution, la rapidité et la qualité. Mais après, il y a beaucoup de solutions qui vont s'arrêter à... Voilà, l'IA s'arrête là. Là, j'ai besoin d'une expertise humaine qui doit prendre le relais pour trancher, pour gérer l'exception, que l'IA n'est pas encore toujours capable de faire. Mais on se rend compte que plus on va alimenter les choses et plus l'IA va progresser aussi. Donc, c'est une question qui est quasi impossible à répondre pour l'instant parce que c'est aussi... Qu'est-ce qu'on veut faire de son entreprise en tant que culture? Qu'est-ce qu'on veut garder comme identité d'entreprise? C'est un vrai enjeu aussi. Et je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent préserver aussi leur identité, leur structure, leur service client, comment eux ils rayonnent sur l'industrie. Et je pense que ça c'est important parce que malgré tout, dans le transport logistique, on a encore beaucoup d'opérateurs qui souhaitent avoir quelqu'un à l'autre bout de la ligne, qui souhaitent avoir quelqu'un qui répond aux problèmes et qui plutôt qu'un bot ou un générateur de réponse automatique. Voilà, donc il faut quand même garder la tête froide là-dessus sur l'importance de l'expertise, surtout dans notre secteur. Super. D'autres questions? Bon. En tout cas, vous remercie beaucoup pour Merci votre beaucoup. attention et pour votre participation. Et on vous invite Merci. à nous rejoindre sur le stand H146 à partir de 16h ou dès maintenant. Mais à partir de 16h, il y aura un petit cocktail. Un petit apéro. Merci à tous. Bonne fin. Listen.